Bonsoir à tous. Donc voilà, après cette coupure de une semaine, on est heureux de vous retrouver. Ce soir en plus, un gros invité avec nous, on a Gilles Lartigot. Bonsoir Gilles. Salut. Donc écoute, merci d'avoir accepté cette invitation sur Méta TV. Après un long silence pour les métanautes qui nous regardent, parce que les métanautes ils sont surnommés eux-mêmes comme ça. Okay. Et ils sont très contents, je pense, de t'accueillir. Je vais récupérer le chat, j'ai un petit problème internet, mais il y avait pas mal de messages déjà d'encouragement, parce que je pense que sur Méta TV, il y a beaucoup de gens qui se sentent justement impliqués par ces problématiques de l'agroalimentaire. Parce que, comme tu le dis si bien dans tes conférences, on est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange, exactement. Ouais. Ça, c'est une phrase très importante. C'est simple, hein, ouais. On est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Le corps est en vase clos. Donc en fait, il fonctionne avec ce que tu lui donnes à manger. L'air que tu respires, l'eau que tu bois et la nourriture que tu lui donnes. Et que tu lui donnes. C'est très important, ça. Ça veut dire que, en plus, dans toutes les civilisations, depuis toujours, l'alimentation, c'est un peu la base de la culture. Là, on commence par manger, c'est partager un repas, c'est presque un rite, ça a toujours été en plus au centre de toutes les cultures, ça rythme la vie des nations. C'est un lien social. C'est un lien social très important. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, justement, on a l'impression que déjà, il est détruit, ce lien social de base, sans rentrer encore justement dans le fond de la nourriture, mais le lien social, de notre attachement à la nourriture. Oui, le lien social est cassé. Ouais. Il est cassé parce qu'avec l'apparition, si tu veux, notamment des supermarchés, on va au supermarché faire ses courses. Et en fait, on n'a plus de contact avec nos paysans, par exemple. Et pourtant, en France, vous avez encore la chance, contrairement au Québec, aux États-Unis, à avoir des marchés paysans. Tu vois, ces petits marchés que tu as dans tous les villages et les villes de France, où tu peux acheter ta nourriture aux paysans qui est du coin, donc tu achètes local, tu achètes de saison, tu peux choisir plutôt un paysan qui va cultiver de façon traditionnelle, biologique, tandis que là aujourd'hui, il y a eu l'industrialisation en fait de l'alimentation. Et puis tout un circuit de distribution avec notamment les grandes surfaces. Donc là tu passes par les centrales d'achat. Donc les petits paysans en fait ont été coupés du consommateur. Et je pense que les grandes surfaces et les supermarchés ont une part importante dans cette, je dirais, paupérisation de notre alimentation. Oui, parce que alors, ces supermarchés en plus, ils s'approvisionnent, on le sait très bien, en France, dans des pays étrangers. La majorité de l'alimentation est importée. Ça, parce que c'est un grand mensonge, ça, de nous dire que la France est en autosuffisance alimentaire. Alors, aucun pays aujourd'hui n'est en autosuffisance alimentaire. Donc ça aussi, c'est à cause de l'industrialisation, de la monoculture, par exemple. Donc, on est obligé d'importer de certains pays, et puis là avec l'accord transatlantique là, qui est en train de se négocier, là alors c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc il faut vraiment se battre contre ça. Il faut protéger en fait notre terroir, quoi. Il faut vraiment protéger notre terroir, et on le peut faire d'une façon très simple, c'est en retrouvant le chemin des marchés. Ouais, le chemin des marchés. Ouais. Parce que ça, on a perdu l'habitude. Alors, pour nous autres citadins, c'est un peu plus compliqué aussi, parce que quand on est un peu, là, par exemple, on est en région parisienne, il y a un peu moins de marchés quand même que ces petits marchés dont on parle. Quand on va au marché en région parisienne, on va pas se mentir, le mec il va à Rungis en général, il va à sa propre. Oui, c'est vrai. Mais tu as aussi en France, on a des circuits comme l'AMAP, qui sont des circuits associatifs qui vont chercher en fait chez le paysan les légumes et les fruits, qui vont les distribuer. Et là, c'est un système d'abonnement, de points relais. Donc il y a des solutions, il faut aller les chercher. C'est peut-être moins facile que d'aller simplement au supermarché, mais les solutions existent. En France, elles existent. Donc il faut vraiment encourager ces gens-là. Oui, les AMAP, donc c'est une espèce d'abonnement avec un agriculteur, c'est ça, on paye, je crois, par mois. Tu payes des paniers, en fait, tu as un panier par semaine, plus ou moins fourni. Voilà. Et puis qui en de saison, il n'y aura pas de tomates l'hiver. Oui, et puis tu n'as pas des marges comme appliquent les marges dans la grande distribution. Donc c'est quelque chose entre guillemets d'équitable. Tu vois, l'argent va à celui qui produit la terre. Et tu le sais comme moi, les paysans ne sont pas des gens qui sont richissimes, ils ne font pas ça pour l'argent, ils font ça pour garder leur terre et pour vivre honnêtement de leur travail. Et là, ils sont balayés, les paysans. En plus, c'est une classe, je veux dire, qui a été laminée ces dernières. Il reste combien de paysans en France? Je n'ai pas les données des paysans. Je sais qu'il y a à peu près 200 fermes qui ferment toutes les semaines en France.
Donc réellement, c'est une profession qui est en danger. Et j'ai peur pour nos enfants, parce que nos enfants n'auront plus accès à ce type de nourriture. Et pourtant, il faut protéger en fait les paysans locaux. Oui, parce que là, alors, dans cette mondialisation, parce que ça, dans l'agriculture, c'est flagrant aujourd'hui. Je sais pas, bon, moi je considère comme un simple consommateur, je vais au supermarché, je vois maintenant des produits qui viennent de pays improbables, je sais pas, des pommes d'Indonésie, bon je dis au hasard, hein, mais on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, quoi. Je veux dire, on voit des bananes du Honduras, des goyaves de la Barbade, enfin C'est la mondialisation de l'alimentation, c'est-à-dire que tu as tout en toute saison. Et tu remarqueras dans les supermarchés, tous les rayons, notamment les rayons fruits et légumes, les rayons frais, sont toujours pleins, avec des beaux légumes et des fruits rutilants, tu vois, gavés de pesticides, donc toute cette nourriture toxique. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'on en jette quasiment la moitié. On jette 50% de ce qu'on produit. Qu'est-ce qu'on fait de cette nourriture? Au lieu de donner aux nécessiteux, aux des gens qui en ont réellement besoin, eh bien, on va la jeter dans des containers qu'on va arroser avec de la javel et qu'on va fermer à double tour pour que les gens n'aillent pas faire les poubelles pour manger. Ça, c'est réellement choquant. Et ça, parce que alors ça, il y a une solution quand même, là, ce truc-là, ça devrait... Si on met du politique là-dedans, qu'on force ces entreprises de grande distribution à dire maintenant, quand ça arrive en fin de vie, vous êtes obligé de le donner. Vous êtes obligé de le donner, qu'on arrête ce gâchis, quoi. Comme tu le dis, c'est des décisions politiques, mais là on ne peut pas, je dirais, interagir auprès des politiques. On ne peut pas faire pression. C'est les lobbies qui font pression. Et les lobbies défendent en fait l'industrie. Ils ne défendent pas le citoyen. Donc on peut par contre agir en choisissant sa nourriture, en faisant acte un petit peu de résilience, et puis acter au quotidien. C'est-à-dire que je pense que nos achats alimentaires, c'est un réel pouvoir. C'est mieux qu'un bulletin de vote en pleine période électorale. Donc c'est plus fort qu'un bulletin de vote. On peut réellement protéger nos paysans en allant sur les marchés, en choisissant nos producteurs ou en faisant confiance à des réseaux comme la MAP, et pour court-circuiter un petit peu cette mondialisation qu'on trouve dans les supermarchés. Alors justement, là, il y a des questions des métanautes, chers métanautes, bonsoir à vous tous. On nous demande, voilà, par exemple, Tortue Géniale, elle est désolée, elle ne vous connaît pas, elle demande si on pourrait avoir une petite présentation. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui vous connaissent, mais il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas. D'accord. Pardonne leur ignorance. Donc je vais faire une petite présentation face caméra. Donc je suis Gilles Lartigot, l'auteur de Hit, Chronique d'un phoque dans la jungle alimentaire. C'est un livre d'enquête sur la relation entre notre alimentation, ce qu'on mange au quotidien, et le développement des cancers, des maladies chroniques. Donc c'est un livre d'enquête. Je suis un auteur, conférencier, 100% indépendant. Et l'indépendance c'est très important lorsqu'on parle d'agroalimentaire, lorsqu'on parle d'alimentation, parce que on est confronté à des lobbies extrêmement puissants. Donc moi je n'ai aucune marque derrière moi, même pas de producteur bio ou n'importe quelle marque, je dirais industrielle ou artisanale. Je suis seul. Ma seule source de revenus, c'est ce livre. Voilà. Alors voilà, au moins les présentations sont faites, ma chère Tortue Géniale. Voilà, on nous dit oui, en ce moment, des fraises d'Espagne dans les hyper grosses comme des pommes. Alors c'est vrai que les fruits, est-ce que aussi le consommateur, on n'a pas été habitué, ou j'ai envie de dire éduqué à une certaine forme, parce que si par exemple on sait qu'on nous vend des pommes un peu plus, on les achèterait pas. Alors les pommes, c'est intéressant que tu me parles de ça, parce qu'il faut savoir que la pomme, c'est le fruit qui reçoit avec le raisin le plus de traitement de pesticides, environ une trentaine. Donc ils reçoivent même des hormones. Parce que tu as des hormones d'accrochage par exemple, c'est-à-dire lorsque le pommier va être pollinisé, donc on va arroser comme ça avec des hormones d'accrochage pour que la pollinisation se fasse bien au niveau de la fleur. Donc par contre toutes les fleurs sont pollinisées, donc là on va avoir trop de pommes. Donc là on envoie des hormones de décrochage pour que uniquement les fruits les plus résistants restent sur le pommier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie de la pomme, c'est bien particulier parce qu'on récolte les pommes dans un moment donné, donc on va les faire mûrir en même temps. Donc le challenge de l'industriel, c'est de faire, je dirais, mûrir la pomme, la mener à maturation et qu'elles soient toutes mûres au même moment. Donc on va les ramasser toutes dans la même période, très courte, et on va les garder quasiment pendant 1 an dans des hangars. Ah bon, 1 an ?
Ouais. Et comment ils font pour garder un an? Mais ça se garde un an, une pomme, tu peux la manger, une pomme fraîche, elle peut avoir un an, elle peut être gardée dans des entrepôts comme ça. Parce que les pommes, ça pousse pas toute l'année. Bah oui. Tu vois, donc il faut réfléchir à ça. Et puis, donc manger les pommes lorsque c'est la saison des pommes, manger les fraises lorsque c'est la saison des fraises. Et puis il faut manger de saison. C'est pour ça qu'on dit manger de saison. Et en plus, lorsque tu manges de saison, tu vas te reconnecter avec la nature. C'est-à-dire que nous, humains, par exemple l'hiver, lorsqu'il fait froid, on a plus besoin de légumes racines. Ben, c'est normal parce que les légumes racines, ça pousse l'hiver. L'été, tu vas avoir besoin un petit peu plus de végétaux, par exemple. Il fait chaud, donc il faut plus s'hydrater. Et donc la nature nous offre tout ça. Parce que voilà, on est arrivé sur Terre avec des systèmes, si tu veux, anatomiques qui se rapprochent plus aujourd'hui du végétarien que du carnivore. Donc là aussi, il faut manger beaucoup de végétaux, manger beaucoup de fruits. Après, on parlera peut-être dans l'émission de la problématique de la viande. Ah oui. Mais voilà, pour en revenir à la pomme, donc manger des pommes, c'est bon pour votre santé, mais manger des pommes bio, ne mangez pas des pommes industrielles. Parce que même si vous levez la peau, sur la peau, effectivement, il y a des pesticides. Mais il faut savoir que lorsqu'on épand les pesticides, il y en a quasiment la moitié qui va partir dans le ciel, dans les nuages, etc. Donc, qui vont boucaner un petit peu dossier aux alentours. Et puis il y en a qui vont retomber dans la terre. Donc avec l'arrosage, ça va passer dans les nappes phréatiques, ça va remonter dans les racines de l'arbre. Ça se trouve dans la chair de la pomme aussi. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les pesticides et les engrais se retrouvent dans la chair de la pomme. Et ces pesticides, ces engrais, c'est des molécules chimiques. Tu sais que c'est issu des gaz de combat quand même de la Première Guerre mondiale. On l'a transformé, fabriqué par Monsanto qui était une usine quand même chimique. Donc ils fournissaient des gaz de combat pour l'armée américaine. Parce que là, ça c'est un sujet qu'on avait abordé justement avec Claude et Lydia Bourguignon, le fait que la transformation de l'agriculture et l'avènement en fait de cette agriculture mécanisée, c'est la transformation de l'industrie de guerre, c'est-à-dire les pesticides, c'est les anciens gaz, les tanks, c'est devenu les moissonneuses-batteuses, etc. Enfin, on a fait une transformation. Ça a été la révolution verte, en fait. Ils ont appelé ça les années 50. Voilà, on a permis en fait aux paysans de les industrialiser. Donc, ils ont eu accès au crédit, ils se sont endettés. Et c'est vrai que ça a rendu leur travail plus facile. Mais en même temps, ça les a enchaînés au système du crédit. Et surtout, on leur a vendu l'idée de nourrir la planète entière à bas prix. Vous allez plus produire de façon plus simple. Regardez, il y a des pesticides, regardez, il y a des engrais. Donc, vous inquiétez plus des parasites, vous inquiétez plus au niveau des engrais naturels. Ne les utilisez pas parce que les chimiques, c'est beaucoup plus performant. Donc, on leur a menti. On leur a menti. Et aujourd'hui, notre génération, on paye les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, quasiment toute la nourriture industrielle, enfin, à part justement les petits paysans bio, je veux dire, il y a 90% de chances, je vais au supermarché, je veux dire, ce sont des tomates que je vais acheter ou des asperges, elles ont été fabriquées en masse dans un pays des fois lointain, non? Oui, en même temps, je te dirais, tu n'as pas besoin de les acheter. Tu as le choix. Ah oui, tu as le choix oui, de pas les acheter, tu as le choix de choisir un produit qui est cultivé au niveau local et sans pesticides. On ne nous oblige pas à acheter. Hein. C'est Colin Serrault qui disait que ces géants, là, ils ont des pieds d'argile. Parce que notre arme, et l'arme que nous possédons, c'est le boycott. Donc les industriels en fait veulent notre argent parce que ces industries aujourd'hui sont faites pour gagner de l'argent. Ils ne sont pas là pour nous nourrir. C'est pas les philanthropes. Hein. Okay, donc ça reste une industrie. Après, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, bien entendu. Mais on a le choix de bien faire la différence entre produits industriels, produits artisanaux, non toxiques pour notre santé. L'idéal, c'est de peut-être revenir alors à une forme de... Il y a beaucoup de gens qui développent ces techniques-là, les jardins communs communautaires, voilà, jardins communautaires, etc. Même dans les villes, ça se développe. Oui, ceux qui ont la chance d'avoir une petite terre, développer un petit peu un potager. Mais ne serait-ce que les citadins, tu sais, dans mon livre, je parle par exemple de la germination qu'on peut faire dans des cuisines. Il suffit juste d'avoir un peu de lumière, d'acheter des bonnes graines, je dirais, non irradiées et puis biologiques. Il y a une association qui s'appelle Cocopelli en France. Ah oui, Cocopelli, bien sûr. Voilà, que tu connais. Donc on peut encore acheter des graines à Cocopelli, on peut acheter des graines en magasin biologique, on peut faire pousser en fait la germination. Fantastique, tu peux avoir un potager dans ta cuisine. Puis ça pousse en 2-3 jours. Tu vois, c'est vert, tu manges de la vie, tu manges du vivant, tu manges de la chlorophylle, tu as des pousses de luzerne, c'est très très simple à faire pousser. Hein. Donc avec un petit peu d'entraînement, on peut produire un petit peu sa nourriture. Bon, je dirais qu'on n'est pas autosuffisant, loin de là,
mais on peut faire acte de faire pousser une partie de sa nourriture. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que il y a une volonté. Alors, c'est peut-être ça le paradoxe dans la société, c'est parce que d'un côté, il y a quand même un grand public, je sais qu'il y en a plein qui nous regardent, qui aspirent à ça, justement, à une nourriture plus saine, qui est prêt à dépenser même un peu plus pour acheter des produits qui soient biologiques et qui soient justement non traités aux pesticides, etc. Et pourtant, de l'autre côté, on voit bien que c'est, j'ai presque envie de dire, de pire en pire dans la réglementation, puisque là, on nous impose, j'ai vu la viande clonée, alors l'acide lactique dans la viande. C'est une horreur. C'est une horreur. Mais quand je reviens là, sur la partie prix, tu vois, on peut mettre un petit peu plus cher. En fait, si on change son mode alimentaire, ce qui revient cher, en fait, c'est tous les produits animaux, que ce soit la viande, le poisson, etc. Si tu en manges moins souvent, tu privilégies la viande biologique. Bien que je ne suis pas un pro-viande, parce que moi, j'en consomme plus. Mais on peut se nourrir sainement, on n'a pas besoin de viande. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Par contre, si on fait le choix de toujours en consommer, on peut en consommer moins. Quand tu regardes le caddie d'une consommatrice lambda, généralement, 90%, son caddie, c'est de la nourriture toxique, de la nourriture morte, transformée. Les pizzas surgelées, on n'en a pas besoin. Tu vois, des gâteaux Rondam, on n'en a pas besoin. Moi, j'ai des recettes de gâteaux que tu peux faire très simplement les dimanches. La compote de pommes, tu peux la faire le dimanche avec tes gamins, tu en manges toute la semaine. Tu n'as pas besoin de t'intoxiquer avec des yaourts, du yaourt, etc. Donc, on peut choisir, en fait. Il faut changer son mode alimentaire. Tu ne peux pas avoir le même mode alimentaire et manger tout bio. Là, ça va te coûter 2 fois plus cher. Donc, il faut aussi s'éloigner de tout ce qui est bio-industriel. Et ça, je voudrais mettre en garde aussi les... Alors, comment on reconnaît ça alors les produits industriels biologiques, c'est les produits qui sont sous packaging, qui sont transformés. Tu as des galettes aujourd'hui ou des gâteaux biologiques, mais tu vas avoir de l'huile de palme, tu vas avoir du sirop de riz, tu vas avoir plein de choses. Les industriels sont intelligents, ils ont flairé le bon filon. Tu sais, il y a une forte demande au niveau du biologique. On ne produit pas assez en plus parce qu'on importe quasiment 40% des produits biologiques en France. Donc, par contre, il faut faire attention à tout ce qui est produit biologique, qui est transformé, c'est-à-dire tout ce qui est sous packaging. Parce que ça, c'est fait en fait par des industriels. Donc, c'est des gâteaux que vous allez acheter beaucoup plus cher, ou des plats préparés que vous allez acheter beaucoup plus cher. Moi, ce que je prône dans mon livre, c'est le retour à la cuisine, le retour aux valeurs de nos grands-mères. Et là, la vraie problématique, en fait, en dehors de l'alimentation, c'est le temps. Parce que le temps, on a tous 24 heures par jour. On a chacun des priorités. Et souvent, on me rétorque, oui, mais j'ai pas le temps de faire mes achats, c'est plus facile d'aller au supermarché, j'ai pas le temps de faire la cuisine, donc je prends un plat préparé et je le mets au micro-ondes. Donc là aussi, danger. Plat préparé, micro-ondes, c'est plastique, perturbateur endocrinien, c'est danger. Donc, il faut s'octroyer un peu plus de temps. Donc on peut trouver un peu plus de temps, par exemple, en regardant un peu moins la télévision. On passe 3 heures par jour quand même devant le poste. Donc c'est vrai que je faisais partie, moi, de ce monde-là. Donc je stigmatise pas, je ne veux pas culpabiliser les gens. Je veux juste transmettre une information, leur donner des pistes. Parce que le temps, on peut en récupérer. Donc il faut être bien organisé. Tu vois, il faut déjà s'informer. Il faut réapprendre à cuisiner. Parce qu'on a perdu aussi le sens de la cuisine. Et pourtant, c'est des choses qui sont très très simples. Mais une fois qu'on a fait les achats qui sont prioritaires, une fois qu'on a bien organisé sa cuisine, qu'on a pris un petit peu, je dirais, des réflexes pour cuisiner, non pas pour 2, si on est 2, mais on va cuisiner pour 4, et puis on va réserver au réfrigérateur pour manger le lendemain ou le surlendemain. Tu vois, il y a tout un tas d'astuces que je dis aussi dans le livre pour gagner du temps. Ouais, bien sûr. Le temps, c'est une vraie problématique. Ouais, parce qu'aujourd'hui, voilà, comme tu dis, on n'a pas trop le temps, quoi. Cuisiner, partir. Bon, moi, personnellement, ça me fait pas peur, mais je sais que beaucoup de gens, justement, même quand ils me voient commencer à cuisiner, ils me disent: oh, mais non, tu perds trop de temps à cuisiner. Voilà, s'il faut préparer un plat, je sais pas, même une mayonnaise, moi, je vais la faire tout seul. Je vais jamais acheter une mayonnaise, industrielle, quoi. Et pourtant, les gens vont me dire: ah non, ça mais les vinaigrettes, tu peux faire des vinaigrettes vinaigrettes de façon très simple. À la base, il faut de l'huile d'olive. Voilà. On va pas 50 huiles, etc. Il y a plein d'huiles qui sont bonnes, etc. Il y a l'huile de coco aussi qui est excellente pour la cuisson, par exemple, on ne le sait pas. Mais l'huile d'olive, ça doit être un basique. Voilà. Il y a le tamari aussi qui est excellent. Le tamari, c'est la sauce soja, tu sais. Ouais. C'est en fait un soja qui est fermenté. Là aussi, il ne faut pas stigmatiser le soja. On entend beaucoup de choses au niveau du soja. Ouais. Le soja fermenté, il n'y a aucun risque de phytoestrogène. Le soja fermenté, en fait, c'est une base de riz et de soja qui est fermenté pendant 3 ans. Ça s'appelle le miso, la pâte miso.
C'est la soupe que tu manges lorsque tu vas manger des sushis, par exemple, au Japon et tout. Donc ça a plein de bénéfices. Et puis le tamari, c'est le liquide qui vient, je dirais, sur la pâte miso, parce qu'elle fermente pendant 3 ans. Donc on ramasse le tamari, qui est un liquide, qui est une sauce soja, c'est extrêmement salé. Mais par exemple, tu mélanges pour une vinaigrette au tamari, tu prends 2 volumes d'huile d'olive, 1 volume de tamari, tu bats rapidement avec une fourchette, tu amènes à émulsion. Et après, tu peux mettre plein de verdures, des épinards crus, des bêtes à cardes, même des brocolis crus ou juste ébouillantés. Et avec cette sauce, elle est très très goûteuse. Tu vois, tu as cette douceur de l'huile d'olive avec ce salé du tamari, et tu sais que c'est bon pour ta santé. Et le tamari, ça s'achète n'importe où, ça Le tamari, c'est essentiellement donc, en boutique biologique, oui, tu en as partout. Il faut surtout éviter tout le soja qui est transgénique, donc privilégier là le biologique. C'est vrai qu'il est plus cher, mais bon, je dirais le flacon de tamari va servir plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc là, il ne faut pas lésigner sur ce type de produit, acheter une bonne huile d'olive aussi. Donc si possible, en jerrycan de 5 litres, on peut partager avec le voisin. Tu vois, il faut rétablir en fait le lien social pour avoir cette notion de partage aussi, d'achat un petit peu plus, en gros, pour avoir des prix plus intéressants. Oui, les achats groupés, ça aussi, ça pourrait se développer, parce qu'après tout, c'est vrai, si on est 10 d'un coup à vouloir la même chose, c'est même pour le producteur, ça lui facilite les choses. Tout à fait. Parce qu'on a vraiment un problème d'approvisionnement, hein, ça c'est clair. Alors voilà, on me dit, oui, l'huile de coco est magique, il faut se renseigner sur toutes ses propriétés. Alors, tout ce qui vient de la coco est très très intéressant. Tout ce qui est l'huile de coco, il y a la chair de coco, tu as le lait de coco, tu as l'eau de coco aussi, qui est très bonne pour les sportifs. Donc ça permet de récupérer après un effort. Donc lorsqu'on a beaucoup transpiré, on récupère toutes les électrolytes là, dans l'eau de coco. Donc c'est un produit qui est excellent. Ah ouais. L'eau de coco. Qui est malheureusement trop cher, mais bon, ça ne vient pas d'Épinay ou de Rungis, ça vient de loin. Alors on nous demande, est-ce que tu as des invités sur les bienfaits de l'argile, sachant qu'il y a plusieurs sortes de couleurs? Ma question sera ciblée sur l'argile verte. Certainement, oui, mais l'argile au sens d'être plus cosmétique. Oui, cosmétique, il y a des bénéfices au niveau de l'argile. Je ne suis pas spécialisé de l'argile, je n'ai pas d'informations là-dessus. Je sais qu'au niveau de la peau, c'est très bon, mais au niveau de l'alimentation, je n'ai pas d'informations là-dessus. Alors Yazoo, il nous demande comment on peut identifier les produits sains, comment on peut avoir... C'est quoi le réflexe que doit avoir quelqu'un? Aujourd'hui, c'est quoi? Regarder les compositions déjà Si tu n'achètes pas des produits transformés, tu n'as pas de problème avec les étiquettes puisqu'il n'y en a pas. Ah oui, tu achètes la matière première. La matière première, avec la matière première, tu peux faire beaucoup de choses. Enfin, tu vois, je me balade toujours avec mon stock de noix, c'est les noix de Grenoble. Ça, il faut toujours en avoir sur soi. C'est excellent pour les encas, les petites fins, déjà c'est un coupe-fin. C'est très riche en protéines, c'est très riche en oméga 3. Donc il y a plein de vertus sur la noix de Grenoble. Il y a des produits, il faut s'orienter sur des produits basiques. Donc c'est des fruits, c'est des légumes, ça va être des lentilles, les pois chiches, les haricots, etc. qu'il faut réhabiliter parce que c'est d'excellentes sources de protéines végétales. Tu as tout ce qui est les noix, donc les amandes, les noix de cajou, etc. Tu as les bonnes huiles, tu as les sucres qui sont excellents. Déjà, tu as le miel. Bon, moi, je viens du Québec, il y a le sirop d'érable là-bas qui est fantastique. Tu as le sucre de coco, ça n'en a pas parlé aussi. Alors, le sucre de coco qui est excellent. Alors, c'est vrai qu'il est relativement cher. L'avantage du sucre de coco, moi, je fais un pain d'épices avec le sucre de coco. Déjà, il a une belle couleur caramel, tu vois. Il n'a pas un pouvoir sucrant très fort, mais il a un très bon goût et surtout, il a un index glycémique qui est de 30. Tu sais que le sucre blanc a un index glycémique de 100. Donc lorsqu'on mange trop de sucre, en fait, on a des poussées d'insuline. Donc on va faire travailler notre pancréas. C'est-à-dire qu'on va développer du diabète à terme. Et donc en plus, ça favorise l'obésité. Ça favorise les coups de pompe. Tu vas avoir un choc, si tu veux, d'énergie avec la poussée d'insuline, mais ensuite tu vas avoir ce fameux coup de pompe. Donc il faut éliminer tout ce qui est produit transformé, tout ce qui est blanc, le sel blanc, la farine blanche, le sucre blanc. Ah bon? Donc tout ça, c'est des produits. Par quoi alors, tous ces produits? Tu prends des produits complets, c'est-à-dire tu vas prendre tu peux prendre du sucre de coco, tu peux sucrer avec du miel, tu prends des sucres qui sont non raffinés. Donc les farines, c'est la même chose, avec la grosse problématique du gluten aujourd'hui. Ah oui, le gluten. Parce que le blé a muté. C'est pourquoi on est devenu intolérant au gluten, parce qu'aujourd'hui, le blé, c'est un mutant. Le blé aujourd'hui, il a plus de 40 chromosomes. Au départ, il en a à peu près 12 ou 14, je crois. Donc
Donc il y a Julien Vénesson qui a écrit un excellent livre sur les dangers du gluten. Pourquoi aujourd'hui le gluten est problématique? Parce que en fait les aliments aujourd'hui tels que nous les connaissons ont radicalement changé. Que ce soit pour la viande, que ce soit pour les œufs, que ce soit pour le lait, on pourra en reparler, que ce soit pour les farines, pour le blé. Donc parce qu'avec l'industrialisation, on a voulu faire un blé plus performant. Au lieu d'avoir des épis qui sont très très grands, mais bourguignon on parle très bien aussi, tu vois, on va avoir des épis tout chétifs, là, tout petits, parce qu'on va pouvoir les ramasser plus facilement. Donc on va avoir des blés qui sont beaucoup plus résistants. Mais ces blés, en fait, dans le temps, ces 30 dernières années, il a muté. Et en fait, il y a des chromosomes qui déstabilisent complètement dans notre corps. Et surtout, on ne travaille plus avec des bases de levain. Avant, les boulangers prenaient le temps. On revient encore au temps, tu vois, pour faire un bon pain. Moi, quand j'étais jeune, je faisais des grosses tartines de pain, tu sais, pour le goûter, avec du beurre à la confiture. Et puis, je râlais parce qu'il y avait des gros trous, tu sais, dans le pain, la confiture tombée dans le trou. Mais c'est bien parce que le pain, il doit être aéré, c'est le levain. Aujourd'hui, regarde le pain qu'on a. Oui, c'est mousse, compact. Si tu prends de la mie, tu en fais une boule, tu peux faire une arme avec ça, tu vois, tellement c'est dur. Donc ça, le gluten, c'est la glu, ça va se coller sur la paroi des intestins, l'intestin va devenir poreux. Donc ça, c'est très très mauvais. Donc il ne faut pas stigmatiser aussi tout le gluten. Il y a des gens qui sont intolérants, il faut qu'ils arrêtent. Et ceux qui ne sont pas intolérants, il faut qu'ils privilégient les bons pains faits à des farines ancestrales, faits avec des bases de levain. Et puis il ne faut pas manger une baguette par jour, il ne faut surtout pas manger le pain blanc. Tu sais, le pain blanc, je te parlais de l'index glycémique du sucre. Donc c'est la référence en Europe, c'est le sucre blanc, index glycémique de 100. Là, aux États-Unis et au Canada, c'est la référence index glycémique 100, c'est le pain blanc. Parce que le pain blanc, sucre blanc, c'est la même chose. Donc imagine, tu manges un sandwich avec une belle baguette de pain blanc, c'est comme s'il y avait du sucre. Ça fait réfléchir. Quand même. Tu vois, donc il faut vraiment privilégier les bons pains, quoi. Et donc vous mieux acheter les pains formule campagnarde comme ils disent parce qu'ils ont l'air un peu... Non, il faut faire très attention aux formules campagnardes, le pain de notre temps. Et il faut aller voir des bons boulangers, des vrais boulangers, ceux qui travaillent avec les pains au levain. Il ne faut pas avoir peur aussi de discuter avec son boulanger. On peut lui demander au boulanger. Bien sûr, il demande s'il prend du levain pour son pain. Il faut leur parler à ces gens-là. Parce qu'ils attendent que ça. Donc aujourd'hui, on veut produire plus, moins cher. C'était vraiment la stratégie des supermarchés. Produire plus, moins cher. Donc forcément, tu sers le kiki à tous les fournisseurs et tu vas avoir de la viande de cheval venue de Roumanie dans tes barquettes Fengus à 3,50 €. Tu vois, parce que ça va être acheté 70 centimes le kilo. C'est clair. Mais on a le choix de ne pas en consommer. Oui, il vaut mieux pas l'acheter, mais quand bon, là, ils ont été quand même sacrément gonflés quoi, de faire passer ça pour des lasagnes. Alors on me dit, qu'est-ce qu'on me dit oui, voilà, il y a beaucoup de gens, on parle de l'intolérance au gluten, effectivement, ça c'est quelque chose qui est assez répandu. D'ailleurs, comment on fait pour reconnaître que c'est une intolérance au gluten? Déjà, tout simplement, avant de faire des tests, parce que là, c'est vrai que les tests, il y a un peu tout et n'importe quoi. Si on a des ballonnements, par exemple, si on a des douleurs abdominales, c'est d'essayer d'arrêter le pain pendant un mois. De voir comment on se sent. Ce qui est fantastique avec l'alimentation, c'est que ton corps répond quasiment de façon instantanée, quoi. Le lendemain, tu peux avoir des résultats. Et essayer d'arrêter déjà les produits laitiers qui nous empoisonnent. Tu arrêtes le lactose, en fait, le lait, tous les produits laitiers et le gluten pendant un mois. Vous verrez que la plupart des maux disparaissent. Donc arrêter en même temps le sucre. Donc, voilà. Après, moi je conseille d'y aller progressivement, tu vois, de ne pas se sevrer comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens qui arrêtent de fumer du jour au lendemain aussi, tu vois, et d'autres qui arrêtent progressivement ou qui regardent épisodiquement. Puis je dis aux gens aussi de se faire plaisir, donc faites-vous plaisir. Une fois par semaine, moi c'est mon jour off. Et donc je mange des viennoiseries, je mange des glaces, c'est des choses que je sais qui sont pas bonnes pour ma santé, mais je garde ce plaisir, tu vois, de goût, ce plaisir du partage. Je n'ai pas de réticence à aller chez des amis. Quand je suis invité, on fait très attention, parce que comme toi, tu vas préparer un thé, tu vas préparer des choses. Donc on fait attention, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais il ne faut pas avoir de scrupules dans un restaurant, mais un vrai restaurant, c'est-à-dire un restaurant avec un chef, une cuisine. Tu sais que la plupart des restaurants, une grande majorité, en fait, c'est des restaurants avec des micro-ondes. Ouais, c'est des plats préparés. Des plats préparés, qui sont dans des sachets plastiques en plus. Tu vois, qu'on fait bouillir ou réchauffer.
Donc voilà, c'est plus des restaurants, c'est des places où tu vas juste échanger avec un joli décor, mais il n'y a plus les grands chefs quand même en France, on a ce savoir-faire culinaire que nous envie le monde entier. Tu vois, ce que je regrette au niveau des grands chefs, c'est qu'ils ne sont pas forcément conscientisés, tu vois, au niveau de la viande et des produits. Mais par contre, ça reste une cuisine d'exception. Il faut se faire plaisir. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, mes parents m'emmenaient au restaurant, c'était le dimanche. Tu vois, aujourd'hui, on va au restaurant parce qu'entre midi et deux, c'est les restaurants d'affaires, tu vois, le restaurant est devenu banalisé. Oui, c'est vrai. Extrêmement banalisé. Il faut retrouver peut-être le chemin des très bons restaurants. Certes, ça coûte beaucoup plus cher, mais on y va beaucoup moins souvent. Donc après, quand tu fais le compte au niveau du budget mensuel, c'est la même chose. Mais tu auras mangé bon, et puis tu te seras fait plaisir. Voilà. Plutôt que... Parce que les restaurants, même, ça fait un peu peur, des fois. Enfin, moi, je sais, quand je vais... Personnellement, moi qui aime beaucoup aussi la cuisine et cuisiner, je suis méfiant quand je vais au restaurant, justement. Très méfiant, même, carrément. J'aime bien connaître avant, savoir, etc. Parce qu'en général, on est plutôt déçus de jouer dans un restaurant. C'est dommage. Tu payes un prix quand même qui est assez fort, parce qu'il y a des marges, et puis tout le monde doit vivre, c'est normal. Mais c'est dommage. Voilà. Ouais. Donc il y a autant de se faire plaisir, voilà, s'échanger des bonnes adresses, et puis faire travailler les gens dans ce métier, tu vois, des chefs cuisiniers, quoi, avec une belle cuisine, de beaux produits, et puis un savoir-faire, des choses qu'on ne mange pas à la maison aussi. Oui. Et puis de temps en temps une bonne pizza aussi, tu vois, même s'il y a du gluten, de la farine blanche, c'est pas grave, c'est une bonne pizza au feu de bois. Pas la pizza, tu vois, réchauffée dans un four électronique ou congelée, on t'enlève dans un pizzaiolo qui fait la bonne pizza au feu de bois. Ouais. Petit goût du feu de bois. On nous demande d'ailleurs, est-ce que c'est important de manger des produits crus, voilà, parce que je sais que tu parles beaucoup de la nourriture, justement de la nourriture vivante. Ouais, en fait, on mange essentiellement aujourd'hui de la nourriture morte. Donc la nourriture morte, en fait, c'est toute la nourriture transformée. C'est aussi la nourriture, enfin les animaux, la viande. Donc la nourriture vivante, c'est tout le contraire. En fait, c'est essentiellement les fruits et les végétaux. Les noix également, l'amande qui est crue, tu la mets dans la terre, tu l'arroses, et puis avec un peu de temps, beaucoup de chance, tu peux avoir un amandier après. Donc l'amande est vivante. Et la germination, en fait, va activer tous les mécanismes vivants à l'intérieur de la noix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu manges cette amande que tu auras fait par exemple tremper pendant une nuit, c'est très simple, hein, tu l'as fait tremper pendant une nuit, et ensuite tu jettes l'eau de rinçage, tu les rinces bien, soit tu peux faire du lait d'amande en mixant avec de l'eau tout simplement, et puis en passant dans un filtre à lait, tu as ton lait d'amande, ou alors tu peux manger l'amande comme ça, dans un petit encas, et c'est une amande vivante. Donc si tu manges vivant, tu vas être vivant. Si tu manges la nourriture morte, tu vas mourir. Plus vite, tu vas être malade. Donc on a un corps quand même avec un système qui est extraordinaire, qui nous permet d'assimiler tout ça. Malheureusement, pour l'assimiler, on va activer toutes nos ressources immunitaires. Donc on va fatiguer notre corps. Sais-tu qu'une personne qui consomme de façon entre guillemets normale et traditionnelle, 50% de son énergie va passer pour la digestion. Va être utilisé pour la digestion. 50% de ton énergie. Regarde quand tu fais un gros repas. L'après-midi, le midi. L'après-midi, tu fais une bonne sieste, c'est lourd. Donc c'est que ton corps est fatigué. Parce qu'en fait, tu utilises les ressources immunitaires de ton corps pour digérer ce que tu as mangé. Ouais, c'est clair, après un gros repas, en général, on a envie plutôt de s'allonger, de plus bouger. On peut le faire une fois par semaine. Okay, mais sinon, si tu développes malheureusement des métastases ou des choses pas très jolies dans ton corps, le corps a une capacité d'auto-guérison. Ça, on l'a oublié. Tu vois, donc tu te coupes par exemple, tu vas cicatriser, ton corps va cicatriser tout seul. À l'intérieur, c'est la même chose. Mais le problème, c'est qu'il faut lui donner de la nourriture vivante, des aliments qui permettent de le régénérer. Sais-tu que ton foie, tu changes les cellules de ton foie quasiment tous les ans. Tu as un foie neuf tous les ans. Si tu manges bien, si tu ne bois pas trop. Donc les globules blancs, pareil, ils ont une durée de vie à peu près d'une semaine. Tu les régénères, mais tu les régénères avec du vivant, avec de la nourriture qui correspond à tes besoins. Donc c'est pas compliqué de comprendre que si tu manges des choses que le corps ne reconnaît pas, tu vas utiliser ces ressources immunitaires. C'est comme tu as une petite armée, tu vois, d'enzymes, tout ça dans ton corps. Et si tu la sollicites trop, ils ne vont pas s'occuper des problèmes sérieux. Donc quand tu t'alimentes mieux, c'est pour ça qu'on dit que l'alimentation sera ton remède, comme disait Hippocrate. Parce que si tu t'alimentes bien, tu donnes les ressources à ton corps. Et ça, c'est fantastique. Parce que dès que tu comprends les mécanismes en fait, de ton corps, l'auto-guérison, la nourriture saine,
sincèrement, tu n'as plus peur des maladies. Ouais, Le cancer, on ne doit pas avoir peur du cancer. Parce que le cancer n'est pas une fatalité. Hein. Moi, ça me fait rigoler, hein, toutes les campagnes anti-cancer et tout. On sait d'où vient le cancer. Ça vient de notre alimentation, ça vient de la pollution, ça vient de l'eau, de l'air qu'on respire. Mais on ne donne pas ce qu'il faut à notre corps. On va financer qui? Des lobbies, des industries pharmaceutiques pour trouver quoi? Des pilules, comme les statines qui font baisser le cholestérol artificiellement. Aussi, alors parce que Chimiothérapie. Il paraît que ça marche. Alors moi, on a une amie qui travaille dans le médical qui nous dit que bon, ça sauve certaines personnes. Voilà. Mais, ça peut sauver certaines personnes. Il y a 3% de guérison. Ça soigne peut-être. C'est comme un pansement. Mais tu ne soignes pas le terrain en fait. Donc dans mon livre, il y a un professeur qui s'appelle Pierre-Marie Martin, qui est un professeur émérite, c'est-à-dire qu'il est à la retraite. Émérite, il y en a 1 sur 1000 qui a le titre d'émérite. Donc c'est quelqu'un qui est quand même compétent dans son domaine. Il est spécialiste des perturbateurs endocriniens et des cancers hormonodépendants. Cancer du sein, cancer de la prostate par exemple. Donc il me dit dans le livre une phrase importante, une alimentation saine peut ralentir ou accélérer un cancer sur 2. Une alimentation saine peut prévenir un cancer sur 3. Et là il me dit, Gilles, à aucun moment, il n'y a aucun médicament qui fait ça. Donc il faut se tourner vers ce type d'alimentation. Tu as des docteurs très célèbres comme Catherine Kouspine, qui était une docteure russe qui est malheureusement décédée, qui a mis en évidence des cas de guérison du cancer. Il y a des tas d'exemples aujourd'hui, des gens que je rencontre. J'ai fait des conférences avec une personne qui s'appelle Thierry Casasnovas, qui est un peu je dirais le chantre le spécialiste du crudivorisme en France, un hygiéniste, donc il se nourrit à base de jus. C'est quelqu'un qui devait être cliniquement mort il y a 3 ans, et il a eu accès à ce type d'informations, il a expérimenté sur lui, il s'est guéri, il est en phase de rémission, et il a transmis ce savoir à d'autres personnes. Donc j'ai rencontré des personnes qui ont guéri grâce à ça. Mais à aucun moment, les cancérologues ne vont demander à leurs patients, lorsqu'ils ont détecté un cancer, c'est quoi votre mode alimentaire? Parce que si tu fais une chimio, que tu remanges la même chose après, tu vas retomber malade. Les gens qui sortent de 5 ans de chimiothérapie, on les appelle dans les milieux les rescapés. Le taux de guérison de la chimiothérapie n'atteint même pas 3%. 3%. Je ne veux pas faire peur aux gens qui sont en phase de chimiothérapie ou de radiothérapie. Mais ceux qui sont en phase de chimio et de radio, il faut faire attention de changer votre mode alimentaire. Donc renseignez-vous, il y a plein de sources aujourd'hui sur le net, et on peut réellement, en changeant son mode alimentaire, tu vas changer le terrain. Parce que la maladie se développe parce que le terrain est propice au développement de la maladie. Donc si tu as un corps qui est faible, je te dis, avec la nourriture toxique, tu utilises tes ressources, etc. Bon. Donc si tu fumes, tu bois, tu ne fais pas de sport, le sport c'est important. Parce qu'on est constitué, on est un bipède, on doit bouger. Voilà, nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs, ils bougeaient, voilà, ils étaient dehors. Aujourd'hui, on est devenus sédentaires. Donc on mange trop. On mange trop gras, on mange trop sucré, on est trop gros. Donc je ne veux pas stigmatiser aussi l'obésité, c'est pas une question de physique, là on ne parle pas de ça. On sait que les perturbateurs endocriniens vont se fixer à vie dans les cellules graisseuses. À vie. À vie, tu ne peux pas les éliminer. Tu peux les éliminer par l'allaitement. Mais bon, je ne veux pas décourager les femmes aussi, parce que l'allaitement est très très important, on en reviendra peut-être à propos du lait. Mais il faut absolument allaiter le plus longtemps possible son enfant. Alors, juste pour revenir, pour que les gens comprennent bien, c'est quoi les perturbateurs endocriniens? Parce que ça, c'est une notion hyper importante. Alors, ce sont des molécules toxiques qu'on trouve dans notre environnement. Ouais. Il y a 4 sources. La première source, c'est l'alimentation. On les trouve dans les pesticides et les engrais. Pourquoi? Parce que c'est issu de la chimie. Donc ça, c'est des molécules chimiques qu'on ne reconnaît pas dans notre corps. Donc on va les fixer dans les molécules graisseuses. On va les trouver dans les plastiques. Tu sais, tout le liant qu'on trouve dans le plastique. Mais tiens, il manque de peau, il y a des trucs en verre, tout ça, il n'y a pas de plastique. Bon, par exemple, tout ce qui est dans le plastique souple, plus ou moins souple, ok? Donc il y a le liant, parce que le plastique est rigide, la molécule de plastique donc, est rigide. Le liant permet d'assouplir le plastique, donc c'est des monomères en fait. Et ces monomères vont être libérés, par exemple, par la chaleur.